Là, on est plus dans une logique d'évolution des compétences de la personne en lien avec l'activité qu'elle occupe. Et l'on a une liste, donc ces fameuses listes régionales. Ces fameuses listes régionales pour les particularités qu'il pourrait y avoir dans certaines régions. Alors ici, évidemment, on parle de l'aéronautique, sur la région toulousaine, ou éventuellement, certaines certifications, on ne les retrouve pas dans la liste transversale, on ne les retrouvera pas dans les listes des banques professionnelles, et la liste régionale est là pour éventuellement, donc il y a une instance régionale qui a été créée, qui s'appelle le COPAREF, Commission paritaire régionale de confirmation, donc qui a été créée depuis peu, et qui est censée justement identifier si certaines certifications et particularités régionales nécessiteraient de rajouter des formations complémentaires. Aucune région pour l'instant n'a sorti de liste. Autant dans les premières versions de ces listes-là, la plupart des branches ont fait leur travail. Là, on n'a encore aucune région n'a encore sorti de liste pour l'instant. Au mieux, on pense que c'est en juin que les premières listes régionales pourraient sortir. Et se rajoute à ça, alors c'est pour ça que je l'ai mis en décalé, une liste de certifications dites inventaires, qui seraient des certifications qui ne sont pas inscrites au registre national des certifications. Alors qu'est-ce qu'on entend par cette liste-là? La première liste qui est sortie, alors elle est interbranche également, cette liste-là. On y retrouve les CACES, on y retrouve des habitations électriques. Dans le numérique, on y retrouve des certifications particulières type Microsoft, qui sont des certifications. Le C, le premier C de CACES, c'est un certificat, mais ce n'est pas une certification reconnue au RNCP. Donc ce sont des certificats comme l'habitation électrique. Et, alors il y a une liste, il y en a une trentaine d'habitations différentes qui ont été mises à la liste. Alors, pareil, ces listes vont évoluer, mais on retrouve donc cette liste dite de l'inventaire qui regroupe des certifications reconnues comme certifications, mais pas certification au sens CQP ou formation, en tout cas enregistrée dans ce registre. Donc on se rend compte qu'au final, on a des listes assez importantes de formations qui sont éligibles. Cela dit, il y a un vrai travail fait par les branches, et ce sont elles qui déterminent pour chacune de ces listes qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce sont en amont les branches professionnelles qui ont fait un travail pour identifier quelles sont les formations qui paraissent pertinentes en termes d'emploi. Le dispositif peut être utilisé en temps de travail, comme je vous l'ai dit. Aucune demande d'accord d'employeur. Le DIF donnait la possibilité, lorsqu'on faisait ça en temps de travail, lorsque l'employeur acceptait, d'avoir en plus une allocation équivalente à 50% du salaire pendant le temps de formation. Ça, c'est terminé. Donc, l'employeur n'a plus aucune obligation pour un salarié qui demanderait à disposer de son CPF. Non seulement en travail, il n'a même pas besoin de demander à l'employeur, et sinon l'employeur n'a pas à mobiliser ni les coûts pédagogiques qui sont pris en charge par les OCA, ni d'éventuels frais complémentaires. Alors, pendant le temps de travail, accord de l'employeur nécessaire sur le contenu et le calendrier lorsqu'il s'agit des listes. Par contre, si ça concerne soit la VAE, soit le socle de connaissances et de compétences, là, l'employeur n'a son mot à dire que sur le calendrier. Il ne peut pas refuser. Alors que si, sur le temps de travail, le salarié demande une des formations de la liste, l'employeur peut refuser. Donc, sont pris en charge par les OCA les coûts pédagogiques, les frais annexes, les rémunérations sont possibles par les OCA suivant les accords de branche. À minima, c'est évidemment ça. Et ensuite, suivant les accords de branche, possibilité de financer les frais annexes, la rémunération salariée pour les formations par le temps de travail. Et vous allez voir jusqu'où ils sont allés. Donc, dans les frais annexes, donc transport, hébergement, repas, ils ont même mis les frais de garde pour les formations hors temps de travail. Les frais de garde, les heures acquises pour les salariés précédemment au titre du DIF sont devenues des heures CPF. Les heures accumulées sont valables jusqu'en 2021.
Parce que le vrai compteur CPF démarre au 1er janvier. Je ne sais pas si j'ai dit ça ou pas. On a en parallèle deux systèmes. On a un système d'heures diff qui est disponible jusqu'en 2021, donc ils sont partis sur 6 années, puisque le système de cotisation de CPF est sur 6 années. Donc en parallèle, les personnes, si les personnes sont salariées, vont être 450 heures, et c'est transparent. C'est-à-dire qu'en 2021, elles auront leurs 150 heures qu'elles auront accumulées. Mais si une personne, son canton n'avance plus, il passe en libéral. Il était salarié, il passe en libéral. Pendant 6 ans, il est libéral. Jusqu'au 1er janvier 2021, il a 16 heures, au 1er janvier, il disparaît. Parce qu'il n'aura plus cotisé pendant 6 ans. Alors, ce qui n'est pas le cas du CPF, parce que le CPF, à partir du 1er janvier, ces heures-là, par contre, elles resteront toute la vie. Et tous les employeurs devaient informer chaque salarié avant le 31 janvier par écrit du nombre d'heures diff dont ils disposaient et qui sont devenus des heures CPF. C'était une obligation. Je ne sais pas pour ceux dont les salariés si ça a été fait. C'est bon. Après, je ne suis pas sûre qu'ils se soient tous inscrits. Non, ça, c'est chacun qui le fait. Alors, c'est le site qui a été créé. Et c'est là-dessus que tout se passe, que les salariés s'inscrivent, qu'il y a le lien direct avec les autres cas. C'est le même cours de formation, tout accroché, le salarié s'inscrit, seul, il ne demande rien à personne. Le compte de chacun, c'est notre numéro de sécurité sociale. Et je vais renseigner de manière individuelle, pour l'instant sans preuve, le nombre d'heures que je suis censé avoir. Ce système-là est en lien avec tous les autres cas. Automatiquement, en fonction de ce qu'il a coché, d'une part, le salarié n'a accès qu'aux listes auxquelles il a droit, automatiquement. Et donc, je ne vois que les formations auxquelles j'ai droit. Nous mettons en place, en complément, si l'entreprise a validé une certification, donc, et qu'elle dépasse les 150 heures, nous allons mobiliser un autre système de financement complémentaire pour financer ce qui dépasse les 150 heures, ou les 120, parce que là pour l'instant c'est 120 heures. Donc une formation fait 200 heures, le salarié en a 120, les 80 heures complémentaires, nous allons les financer si l'entreprise l'a validé sur la période de formation. Les 120 premières heures sur le compte personnel de formation, les 80 heures complémentaires sur la période. Le plan, c'est l'entreprise qui décide. Et l'entreprise n'est pas censée, alors c'est l'entreprise, mais n'est pas censée consulter un salarié pour définir son plan. Même la période de professionnalisation est un dispositif du plan de formation de l'entreprise. Est un dispositif, je dirais, financier, mais n'est pas un dispositif qui est mobilisable par le salarié. Le CPF est finalement une première porte d'entrée pour un salarié qui peut aller échanger avec son employeur pour dire, voilà, j'ai déterminé quelle certification, je voudrais la passer en CPF, mais là, elle dépasse les heures. Je suis prêt à faire 150 heures hors temps de travail, peut-être imposer des congés, puisqu'on a le droit. Et donc, ça peut être vraiment, alors qu'en plan de formation, c'est interdit. Le plan de formation se fait au bilan sur ton travail. Donc, le but est d'instaurer un dialogue sur le plan de formation. Ce qui, légalement, le plan de formation, c'est l'affaire de l'entreprise.